Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Il y a un très beau passage dans les Pensées de Pascal qui s'interroge sur ce qu'est le moi, la permanence du moi, son essence. Pascal écrit « Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables. Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? À quel point la personne que vous aimez peut-elle changer, demande Pascal, ou à quel point votre perception de cette personne peut changer et votre amour rester intact. Dans l'épisode d'aujourd'hui, une histoire d'essence, d'amour et de courage, signée Julia Vergely. Je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, j'habite en Californie avec mon mari. En fait, j'ai rencontré Julie par Mythique, parce que j'étais dans une école d'informatique depuis 4 ans, et forcément, il n'y a que des garçons. On est vraiment, je pense, tombés amoureux assez rapidement. Donc on parle beaucoup, on se revoit pas mal, et là il me dit que son rêve c'est d'aller aux États-Unis. Et malheureusement pour moi, il a été pris. Alors, du coup, je me suis dit, mince pour moi, tant mieux pour toi. Et je suis parti donc quasiment, en fait, jour pour jour, 1 an après qu'on se soit embrassé la première fois. J'étais à Charles de Gaulle, en pleurs, et je prenais l'avion pour Chicago et San Francisco. Et puis, quelques mois après que j'ai commencé mon stage, ils m'ont fait une offre. Et donc, j'accepte l'offre, et puis je dis à Julie, écoute, viens t'installer avec moi, quoi. On se débrouille pour trouver un visa, il y a des visas étudiants, on peut trouver des solutions pour que tu viennes. Oui, je me suis dit, je vais le rejoindre parce que j'avais pas envie de... Voilà, on était tellement amoureux, quel gâchis, quoi, de se séparer comme ça, je m'en serais voulu toute ma vie. Ça fait 1 an qu'on est aux États-Unis, on habite à Santa Clara, près du job de Mathieu. Et du coup, là, soudainement, l'avocat appelle Mathieu et lui dit les papiers d'immigration avancent plus vite que prévu, et du coup, il faut que vous vous mariez. Gros bouleversement pour nous parce que on n'en avait jamais parlé, et puis on n'en était pas là, quoi. On se connaissait que depuis 2 ans. On a pleuré, puis finalement on s'est mariés, on s'est mariés pour les papiers. On s'est dit que c'était comme un Pacs. Donc rien ne s'est déroulé comme je l'avais prévu, quoi, parce que quand on est une fille, on veut aller au restaurant, lever la petite serviette, avoir la bague, le truc du prince charmant qui n'existe pas vraiment, mais on pense toujours que ça va se passer comme ça, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, je suis tombée enceinte. Première fois qu'on essayait, je suis tombée enceinte. Donc c'était super, puis on apprend que c'est une fille, donc c'est super, on est content. Et donc à ce moment-là, on décide d'en faire un deuxième. On essaye. 1 an après, ça a toujours pas marché, donc je commence à consulter. Et là, j'ai fait des tests à n'en plus finir, et on me dit, mais écoutez, madame, vous êtes hyper fertile, ça prend juste un peu de temps. Et on se disait, moi de mon côté, je me dis, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, quoi. Enfin, ça marchait bien la première fois, du premier coup. On n'est pas plus stressé qu'avant. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Donc Julie fait les tests, pas de problème. Ça arrive de mon côté. Et donc je vais dans le cabinet médical, je fais le truc qu'il fallait faire, et plus tard, Julie arrive, elle me dit, c'est de ton côté, quoi. Elle était en larmes, c'est de ton côté, c'est toi qui marche pas, quoi. Et là, moi, je me prends un coup parce que je me dis, j'ai rien fait, pourquoi ça marche plus, quoi. Et puis, on regarde les options. Donc, à coup d'acupuncture, d'insémination, on arrive enfin à avoir le deuxième,
qui est un garçon. Et comme j'avais toujours voulu avoir 3 enfants, je me suis dit, allez, on va s'y mettre tout de suite parce que comme on a eu beaucoup de mal à avoir le 2e, eh ben on va essayer tout de suite d'avoir le 3e. Et pareil, le 3e venait pas naturellement, rien à faire. Donc on reteste le sperme de Mathieu et c'était encore pire. Donc on a réessayé les traitements d'insémination intra-utérine. Et donc là, ça a fini par marcher aussi. Et donc mon mari, là, il a commencé à être déprimé, stressé, pas bien. Il avait des plaques d'eczéma partout qui grandissaient, sur les joues, dans le dos, sur les avant-bras. Et ça faisait que de grandir, quoi. Et je me suis dit, écoute, c'est ton boulot, quoi. Viens, on part en vacances. Et même après les vacances, rien ne faisait, quoi. Il était toujours déprimé, voilà. Et moi, enceinte, c'était assez difficile parce que j'avais quand même des douleurs aussi de dos, des douleurs assez intenses. Donc, je me dis, il est déprimé, voilà, que je sois pas en forme. Puis, je me plains tout le temps, donc on s'engueule pas mal. Je lui dis, de toute façon, tu peux pas comprendre parce que d'avoir aussi mal que ça, tu peux pas comprendre, quoi. Et il me disait toujours, mais si, je peux comprendre, tu sais, peut-être qu'un jour, j'aurai aussi un problème que tu comprendras pas. Et plus ça allait, plus il me le ressortait. Et je lui disais à chaque fois, mais arrête, tu vas nous porter la poisse, quoi. Il y a quelque chose en moi qui au final, à chaque grossesse, c'est un petit peu empiré, en fait. C'est pas peut-être une déprime, quelque chose qui fait que ça va pas. Il y a des jours où ça va pas, en fait. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, j'ai des idées de ce que ça peut être, mais je me dis, ça peut pas être ça et ça partira. Je me dis, je peux pas en parler à Julie parce que si j'en parle à Julie et que c'est vraiment ça, je peux pas en parler à moitié, en fait. Parce que c'est soit je le dis, soit je le dis pas. Quand Julie me voyait des fois, ça va pas, je rigole pas, je souris pas, je suis pas dans l'humeur, j'ai pas envie de parler le soir. Je lui disais souvent, je vais me coucher, je lui dis, je suis off, me parle pas, je suis off. J'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie d'entrer dans un débat, j'ai pas envie de... c'est bon, t'as raison, oui, t'as raison. Et elle me posait la question, mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, c'est quoi ton problème, quoi? T'es bizarre. Je pouvais pas lui en parler. Début février, je suis parti faire un tour en avion. Donc, comme je pilote des petits avions, j'ai la liberté de pouvoir aller un mardi matin, faire un tour 1 heure ou 2 au-dessus de San Francisco. C'est une chance inouïe. J'ai énormément de chance de pouvoir faire ça. Dans ce vol, le moteur me disait quelque chose. Il y avait des moments où il tournait pas très bien. Je perdais des tours minutes. Et puis, au bout d'un moment, le moteur, il s'arrête. Net. Et là, je fais demi-tour. L'aéroport duquel je venais de partir, il est trop loin. Et c'est la merde. Et je descends. Et au bout d'un moment, il redémarre. Et là, je me dis, chaque seconde que tu me donnes, moteur, espèce d'enfoiré, je vais monter pour aller vers la piste que j'ai en vue là. Et je vais me poser et on verra bien. Et là, il monte. Et puis, quand je redescends, il s'arrête. Mais j'ai pu planer jusqu'à la piste. Et je me suis posé. Donc la grosse frayeur, forcément, ça allait pas très bien. J'ai peut-être pas failli crever, mais peut-être, je sais pas. Et j'appelle Julie. Je minimise un peu la gravité de la situation en disant « Mais non, c'est pas grave, il s'est rien passé. » En fait, c'était grave, j'ai vraiment flippé quand même. J'ai assuré, mais j'ai flippé. J'avais vraiment eu peur. Et puis le soir, ça allait pas, quoi. Puis elle me parle de ses problèmes, de trucs de la grossesse, tout ça. Puis j'ai pas l'humeur à écouter, quoi. Et je dis, écoute, Julie, j'ai passé une journée de merde. Là, vraiment, c'est pas le moment, quoi. Là, je vais aller me coucher, ça va pas, quoi. À partir de ce moment-là, c'était vraiment devenu encore pire. Je sais pas si inconsciemment, je me suis dit, j'ai failli crever. Je sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Mais les 2 semaines qui venaient après, c'était horrible. Un samedi matin, je la vois, on était en train de manger. Et puis, elle donnait à manger aux enfants. J'étais assis en face d'elle. Et puis là, j'ai les larmes qui montent. Et je vais aux toilettes, 20 minutes, à pleurer. Et à me dire, mais c'est pas possible de pas y arriver, quoi. Je me dis,
je peux pas lui mentir encore plus longtemps. J'écris une lettre. Je délaie pas le truc. J'allais le dire. Donc là, les mois passent, j'arrive à 6 mois de grossesse, on est en février, on est un mardi, il était 18h, je vais au Pilates, je reviens vers 20h, et là, les enfants étaient couchés, et donc je vais leur dire bonsoir, et je redescends dans la cuisine pour dîner, et là, Mathieu arrive et il me donne une lettre qui faisait quelques pages, quoi. Et je le vois venir comme ça et je me dis bah qu'est-ce que t'as quoi. Il avait un peu les larmes aux yeux, tremblant, bizarre. Et je lui dis bah pourquoi tu me donnes ce papier. Et il me dit non mais c'est rien. Vas-y lis cette lettre. Et je lui dis bah quoi tu veux me quitter. Si tu veux me quitter tu me le dis en face hein, parce que moi j'ai pas envie de lire ce truc quoi. Et il me dit non, c'est pas ça du tout. Je lui dis ah bon, bah alors, bah c'est pas important quoi. Je dîne, je range la cuisine, je fais un peu le ménage. Et là, il était 23h, je monte, je vais me coucher. Et bon, j'embarque ce papier là, je me dis bon allez, je vais le lire en haut, tranquillement, une fois que je serai couchée. Et moi, je suis en panique totale. Je me dis mais pourquoi elle la lit pas ? Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais même pas envie de le lire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris avec moi et pourquoi je l'ai pas laissé en bas. Bon. Est-ce que je vais la reprendre ? Est-ce que je vais pas la reprendre, la lettre ? Et je me dis en même temps, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est dans la seconde d'après, mais si ça s'arrête demain ? Mais je me dis, mais non, c'est pas possible. Ça fait 35 ans que c'est pas comme ça. Ça va pas partir demain. Ça fait 1 an que ça devient insupportable. Ça partira pas demain. T'as fait le bon choix. Et puis, dans la seconde d'après, mais si elle n'est pas d'accord, et si elle me fout dehors, ça se peut que je vais pas dormir chez moi ce soir. Ça se peut, elle va me dire, mais t'es complètement déglingué, dégage. Je commence à me brosser les dents, et là, je me dis, bon, allez, je vais lire ce papier-là. Et puis, il y avait 15 pages, quoi. Je me suis dit, oh là là, 15 pages, mais qu'est-ce que je vais lire, là ? J'ai pas envie de lire. Bon, je le lis quand même. Donc, j'ouvre le truc. Et là, d'un coup, mais j'arrivais plus à respirer. J'arrive même pas à décrire la situation. J'arrivais plus à respirer. J'avais mon cœur qui battait, mais la chamade. J'ai cru que j'allais tomber à la renverse. Et donc là, je lis que Mathieu me dit écoute, t'as pu remarquer quelques signes ces derniers temps. Là, ça fait 10 ans qu'on est mariés et je te le dis que maintenant. Mais voilà, je me sens pas dans mon corps. Je me sens pas alignée avec mon sexe. Puis elle m'appelle, elle me dit, bah, viens voir. Et là, moi, j'étais liquéfié. Je me dis, je vais monter, ça se peut, elle va me foutre dehors. Elle va me dire, c'est terminé. T'as un problème, t'es fou. Et il me dit, bah, t'en penses quoi, quoi ? Il avait les larmes aux yeux, t'en penses quoi ? Bon. Et je lui dis, écoute, c'est pas grave. Écoute, tu fais une grosse dépression, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Écoute, je vais prendre rendez-vous, je vais trouver un psy, t'en fais pas. On va aller chez le psy ensemble. Tu vas t'en sortir, t'inquiète. Et j'arrivais pas à y croire. Et je me suis dit, bon, il fait une grosse dépression. Voilà, j'étais dans le déni total, en fait. Elle me dit, ok, on va voir ce qu'on va en faire, quoi. Je comprends pas tout, mais je t'avoue que c'est nouveau pour moi. J'ai jamais entendu parler de ça. Et voilà, pourquoi tu me l'as pas dit ? Et donc on a parlé cette nuit-là, on a parlé pendant des heures parce que elle avait plein de questions. Et donc là, on est jeudi, on va chez le psy, enfin la psy. C'était une femme spécialiste dans les transgenres. Et là, elle m'explique que cette dysphorie est de plus en plus intense et que il n'y a pas de solution. Et je lui demande, mais comment ça, il n'y a pas de solution ? Ça veut dire quoi ? Elle me dit, la seule solution, c'est que il transitionne en femme. Bon. Et donc, voilà, je savais, transitionner en femme, pour moi, ça ne me parlait pas vraiment. Et je me suis dit, je vais lui laisser faire ça. Et puis, ça se trouve, il va être dégoûté, quoi, de faire ça. Ça va le dégoûter lui-même. Il va se dire,
c'est pas pour moi, quoi. Je ressemble pas du tout à une femme, c'est pas pour moi. Le regard des autres va sûrement le gêner, enfin, il va se sentir sûrement mal en femme, avec des talons, des choses comme ça, quoi. Donc après une semaine qu'il m'ait annoncé ça, là, je commençais à ressentir des choses, quoi. Je commençais à être triste parce que je voyais mon mari, je rentrais à la maison, il était en chaussures à talons. Même moi, j'avais jamais porté des talons aussi hauts, quoi. Et je lui disais, mais t'arrives à marcher avec ça? Et puis il me dit, bah oui, regarde. Et il marchait, mais super bien, quoi. Et je lui dis, mais comment ça se fait que t'arrives à marcher aussi bien avec des talons comme ça? Il me dit, bah parce que ça fait des mois que je fais ça. Je dis, mais ah bon, mais c'est pas possible. Mais quand? Et en fait, dès que j'allais à des rendez-vous ou que je partais de la maison, il se mettait en femme. Et donc il a commencé à mettre des chaussures à talons. Après, c'était des jupes, des hauts. Hyper moulant, enfin vraiment très féminine, quoi, à se maquiller. J'avais pas de mots parce que c'était un corps d'homme habillé en femme, quoi. Pour moi, c'était, il se déguise, quoi. Je me suis dit, il va se dégoûter à faire ça lui-même. Et en fait, non, il y prenait goût. Depuis que je suis toute petite, je me suis jamais senti vraiment garçon. Et c'est difficile à expliquer. Et quand on a 5 ans, on ne sait pas vraiment comment mettre des mots sur ça. On sait juste que, oui, un jour, on a envie de mettre un bracelet. Et puis, on nous dit dans la famille, les bracelets, c'est pour les filles. Toi, tu mets pas de bracelet, toi. Donc, on l'enlève. Et puis, on se tait. Et donc, c'est des choses, au final, on en a honte. C'est horrible parce qu'on essaie de se battre contre. Je me déteste moi-même. Quand j'ai rencontré Julie, forcément, moi, ce qui m'a attiré chez elle, c'était vraiment son côté super féminin. Maquillage, elle faisait des études de maquillage, esthétique. Moi, j'adorais ça, quoi. Donc un jour, on était chez Julie. C'était, je pense, un soir. Je lui dis, ça a l'air super confortable ta nuisette. J'aimerais bien essayer un jour. Et puis elle me dit, bon, c'est un peu bizarre, mais si tu veux, quoi. Donc je l'essaye et puis je trouve ça génial. Ça me explosion dans ma tête, c'est super, super confortable, super, voilà quoi. Et puis après ça, ça me dégoûte en fait. Et donc à ce moment-là, je me mets à chercher un peu. Ça devait être, c'est à peu près un peu avant ou après la naissance de la première. Je me mets à plus ou moins chercher plus fréquemment quelque chose que Julie aurait pu chercher. Je me mets à chercher, mon mari aime faire ça. C'est quoi? Pourquoi? Et je tombe sur des articles qui disent peut-être qu'il est transsexuel, transgenre. Et moi, je vois ça, je me dis impossible, je suis pas comme ça. Et puis je me rappelle les émissions style Vie ma vie ou style Evelyne Thomas où on voit ces gens qui sont pas forcément présentés sous leur meilleur jour, ou c'est pas forcément des gens auxquels je m'identifie. Je suis pas comme eux, je suis pas comme elle, je suis pas comme lui, c'est pas moi. Donc je repousse encore une fois ça, je le repousse. Mais ça revient toujours. Puis un matin, je suis dans mon bureau à la maison, et puis sur Twitter, je vois une notification. Kathleen Jenner, quelque chose à propos de Kathleen Jenner. Et il parle de transsexuel, de transition, elle est une femme. Et puis, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Forcément, ça m'attire. Je regarde, et puis une interview d'elle par Diane Sawyer. Et en apprenant cette interview, en fait, que c'est la dernière qu'il donnera en tant que garçon. Et qu'il allait transitionner, qu'il allait s'appeler Kathleen. Et là, je me dis, waouh, comment ça? On peut changer comme ça? Et puis... je regarde l'interview et puis... donc à l'époque, c'était Bruce. Donc je dis il parce que c'était Bruce. Il dit, voilà, moi, ça fait des années que j'ai toujours été attiré par ce qui est féminin. Je m'habillais en femme quand j'étais petite. Et puis quand j'ai grandi, pareil. Et même quand j'étais grand athlète, pareil, ça ne s'est pas arrêté. Et il explique dans l'interview que c'est quelque chose qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, à ce moment-là, ça commençait à devenir insoutenable dans ma tête. C'était, je me réveille le matin, j'y pense. Je me couche le soir, j'y pense. Ça s'arrête pas. Le cerveau ne s'arrête pas. On a beau lui dire, tais-toi, c'est bon, j'ai compris, lâche-moi, j'ai autre chose à faire de ma journée, c'est bon, lâche-moi, quoi. Et il décrit exactement la même chose que je ressens. Et c'est cette interview vraiment qui, pour moi, a réveillé tout, en fait, parce que
En la regardant, je me suis dit, donc ça, elle le fait, je le fais, ça, c'est tout plein de choses que j'ai fait, et je me suis dit au bout d'un moment, mais je suis transgenre ou quoi, en fait? C'est peut-être ça mon problème. Et un peu une mini-panique en me disant, mais elle n'a pas réussi à s'en débarrasser, qu'est-ce qui me prouve que moi j'y arriverai? Et je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais là? Donc je cherche sur Internet, première recherche que tout le monde fait, comment je me débarrasse de ça. Et à force de chercher sur le net, je demande à l'évidence, la réponse est toujours la même, tu n'y arriveras pas. Jamais laisse tomber. Parce que tu pourras repousser, mais tu reviendras dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, et tu seras tout aussi misérable, et tu auras perdu du temps. J'en mets à me rendre compte que j'ai pas le choix, il va falloir que je le fasse. Et des fois, il y a des semaines où ça va mieux. Un jour, 2, j'y pense pas trop, je suis occupé. Et je me dis, ça y est, ça s'est barré. Ça y est, enfin, ça y est. Et le lendemain, grosse claque dans la tête. C'est encore pire. L'après-midi, je reviens du yoga. Et puis, je mangeais toujours devant mon ordinateur J'étais toujours à regarder des forums transgenres. J'arrivais pas à m'arrêter de regarder ça. Et je tombe sur une nana qui pose une question, qui dit « J'arrive pas à m'en débarrasser, je comprends pas. » Et là, il y a une fille qui lui répond faut comprendre qu'en toi, il y a quelqu'un qui crie, qui veut dire quelque chose depuis le début, que tu l'écoutes pas. Et il faut que tu l'écoutes. » Et à ce moment-là, en fait, j'ai ressenti une espèce d'explosion dans moi. Laura qui m'a dit ça y est, putain, tu m'as vu, quoi. Tu m'as vu, ça y est, je suis là. Merci. Aide-moi à sortir de là. C'est horrible. Faut que tu m'aides. Please. M'oublie pas. Je suis là, m'oublie pas. L'impression de Laura coincée dans un espèce de donjon et qui voit pour la première fois quelqu'un en haut ou dans un trou. Elle est là, elle voit juste pour la première fois un visage de quelqu'un qui la voit. Et elle peut parler à quelqu'un, enfin. Un des événements marquants que j'ai ressenti où je me suis dit, ouais, elle est là, et ouais, il faut que je fasse quelque chose. Le nouvel an 2016, je me sens pas bien. Ça va pas du tout. Je me dis, c'est la dernière année comme ça. C'est le dernier jour de l'an que je passe en garçon. J'avais déjà dans mon téléphone le numéro de la psy. J'avais jamais eu le courage d'appeler. Mais je pars dans le jardin et je l'appelle. Je dis, voilà, j'ai un problème, je voudrais vous en parler. Elle me rappelle, me fixe un rendez-vous. Le mardi d'après, je prends la voiture et je vais dans son cabinet. C'est la première personne au final à qui j'ai raconté ça dans ma vie. Et donc, à la fin, elle me dit, mais est-ce que tu as choisi un nom? Je dis, ouais, j'aime bien Laura, mais je suis pas une fille, quoi. Enfin, je veux dire, regardez-moi, c'est ridicule, quoi. Elle me dit, mais tu sais, tu peux venir ici comme tu veux. Donc moi, je me dis, le prochain rendez-vous, c'est pas Mathieu qui vient, c'est Laura. Et donc le mardi d'après, je vais chez la psy. Et là, c'était horrible, parce que c'est Laura qui est en rendez-vous. Et Laura, voilà quoi, Laura sans hormones, ça ressemble à rien. Et je rentre dans la voiture, j'étais tellement paniqué que je commence à reculer avant que le garage soit ouvert. Il n'était pas ouvert à fond. Et je rate ma voiture contre le garage. Donc je le rouvre, je recule à toute vitesse, je pars au rendez-vous, et dans la salle d'attente, nouvelle angoisse totale, parce que si cette fois il y a quelqu'un, c'est horrible. J'ouvre la porte, et il y a une dame. Cauchemar. Parce que je me juge moi-même, je sais que j'ai l'air ridicule, mais pourtant je me sens bien. Cette espèce de dissonance dans mon cerveau qui me fait faire les deux en même temps, c'est horrible. Et donc la psy me fait rentrer, on discute, je lis la lettre. Elle me dit c'est un peu tôt peut-être pour lui dire. Je lui dis non, moi j'en ai marre de mentir, je lui dis. Donc peu de temps après, j'ai commencé, on va dire, à me libérer. Sans forcément lui demander, mais en essayant des choses un peu plus, voilà, une jupe, fait comme ci, comme ça. Et puis il faut dire aussi qu'elle m'aide. Parce que c'est Julie, c'est toujours Julie. Genre, elle me dit, mais tes sourcils, c'est vraiment affreux. Elle me fait les sourcils.
Et en même temps, je fais le laser, c'est elle qui me trouve même l'endroit où je vais faire le laser pour enlever les poils. C'était assez inédit, en fait. Même pour la psy, elle m'a dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui réagit comme ça. J'ai jamais vu une femme qui accepte ça de la façon dont elle l'accepte. Oui, c'est difficile, mais elle me dit un jour, elle a été avec vous faire une manucure. Il y en a qui arrivent même pas au point où ils se regardent dans les yeux. Donc c'est déjà au niveau très très haut par rapport aux autres. Donc moi j'étais plutôt contente parce que je me dis je suis pas dehors, ça se passe bien. Puis j'ai dû rassurer quand même pas mal parce qu'à un moment elle me dit c'est dans l'escalier de la maison. Elle était en haut côté de la chambre d'un des deux petits. Puis elle me dit mais tu te rends compte quand même, t'as vu comment t'es, tu veux sortir en robe, mais c'est pas très joli, c'est un peu ridicule. Et je dis ah oui mais on est d'accord. Je suis d'accord que maintenant ça va pas. C'est pour ça que les hormones sont là pour aider. Et je lui dis, je pense honnêtement que vu les résultats que j'ai vus chez d'autres filles transgenres, qui ont commencé à peu près du même niveau que moi, même âge que moi, même physique, il y a des chances que ce soit pas trop mal. Donc Mathieu me dit, je vais prendre des hormones, c'est le prochain pas à faire. Et donc, je lui dis, mais ça va te faire un cancer. Enfin, c'est hyper mauvais de prendre des hormones comme ça. Il me dit, bah non, j'ai fait mes recherches. Écoute, il y a des patchs d'œstrogène, donc ça passe pas dans le foie. Enfin, il était hyper au courant de ça, quoi. Et donc, il l'a quand même fait. Il a pris les hormones. Et donc là, il se féminisait de plus en plus. Et puis surtout, il avait les seins qui poussaient. Voilà. Et alors ça m'a de plus en plus dégoûtée, quoi. Et j'ai toujours été hyper honnête. Je lui dis, écoute, moi, ça me dégoûte, quoi. Et puis regarde, ça poussait de semaine en semaine. Et bon, c'était un petit peu, quoi. Mais moi, ça me dérangeait de plus en plus, quoi. Le fait qu'il ait plus de poils du tout, qu'il ait les seins qui poussent, que la répartition de la graisse soit différente, qu'il ait de moins en moins de force, même la poubelle. Il me disait, oh là là, ça c'est lourd, alors qu'avant, il me disait jamais ça, quoi. Et je me suis dit, bon, et j'arrêtais pas de lui poser la question, mais si t'arrêtes les hormones, est-ce que les seins vont disparaître, etc. Et il me disait, au bout de 6 mois, si j'arrête, tout disparaît. Et donc, je me disais, bon, bah, il va forcément un jour se dire, mais bon, Julie, écoute, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Je suis vraiment pas bien en femme. Écoute, je fais du mal, je fais trop de mal aux gens autour de moi. Le regard, c'est trop dur. J'arrête tout. Et ben non, c'était tout le contraire. Il était de mieux en mieux. Donc là, j'avais de plus en plus de questions. Donc je retournais tout le temps dans son bureau parce qu'il travaille de la maison. Et là, je lui disais, mais si tu transitionnes en femme, bah comment tu vas t'appeler, quoi? Et il me dit, bah j'ai pensé à Lorraine. Je lui dis, ah bon? Mais non, c'est horrible, Lorraine, ça fait vieux. J'ai pas envie que tu t'appelles Lorraine, quoi. Puis, en fait, on avait toujours voulu appeler Lucie Laura. Enfin, c'était un des prénoms qu'on avait choisis. Et donc, je lui avais dit, moi, je préfère Laura. Et il me dit, ah, bah, ça tombe bien, parce que moi, j'adore ce prénom. Si t'es d'accord, ça sera Laura. Et je lui dis, oui, bon, ok. Ok, en me disant, bon, bah, oui, je lui avais dit, oui, allez, ça sera Laura, c'est très bien. J'en veux aux gens de ne pas faire l'effort de m'appeler Laura, mais je dois aussi accepter le fait que c'est très dur pour Julie. Et donc les gens, pareil, ils se disent, attends, comment ça se fait que moi je suis obligé de t'appeler Laura et que ta femme t'appelle Mathieu? Je dis, c'est pas pareil pour elle. Elle a d'autres choses à voir, c'est différent. C'était des situations, il y avait de plus en plus de situations bizarres, je savais pas quoi répondre, personne ne comprenait rien. On sortait au restaurant, je disais, bah, je voudrais une table pour mon mari et moi. Et là, il me regardait, votre mari, mais c'est qui? C'est deux folles, là. Je disais, bah non, mon partenaire, quoi. Voilà, là, c'était... Bref, il nous prenait vraiment pour deux folles. Après, deux sœurs. Après, bah, vos enfants, ils viennent de qui? C'est à vous ou à vous? Bah non, c'est à nous deux. C'est difficile. Je me juge de façon très forte et très violente sur ces débuts de transition. Je me dis, mais je ressemblais à rien. Et j'applaudis Julie d'être sortie avec moi comme ça, quoi.
elle a vraiment eu du courage, pas possible. Et je me rappelle d'être mal à l'aise. Mais non pas parce que je me sentais mal à l'aise par rapport à moi-même, mais le regard des gens. On psychote, on se dit, il pense ça, il pense ci. Et Julie me dit à un moment, t'as vu ce que tu me fais vivre ? T'as vu par quoi tu me fais passer ? Et ma réponse, je lui réponds, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas d'autre choix. Mais j'avais envie de m'excuser 500 fois. Je suis désolé de te faire ça, Julie. J'aimerais bien faire autrement, je peux pas. On est quoi, nous ? On est mari et femme, on est femme et femme, on est quoi ? Je sais pas. Donc il faut essayer de trouver des façons de parler sans dire je suis le papa ou la maman, sans dire je suis la mère ou le père. Donc on apprend à parler sans mettre le genre dans les phrases. C'est plus simple aux États-Unis, en anglais. Mais il y a toujours besoin de consciemment y penser avant chaque phrase, genre de préprocesseur avant de dire un mot, de dire est-ce que ça va aller dans la phrase. Et puis ça se passe pas trop mal. On parle, les gens, ils comprennent. On est à San Francisco, on est dans la zone où les gens comprennent plus ou moins. Mais c'est difficile de se dire est-ce que voilà, il y a l'acceptation et puis la tolérance. Donc voilà, on n'arrive jamais à savoir. Et puis je me sens mal pour Julie. Elle a dû faire cet effort de pas dire qu'elle était la femme de Laura. C'est difficile. Et moi, je me sens mal. J'ai envie de disparaître. J'ai envie d'être autre part. De dire, mais je fais du mal aux gens. Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour mériter ça, quoi ? Et pour donner du mal aux autres. C'est horrible. Donc moi, j'arrive pas à l'appeler Laura parce que, en fait, si je dis ça, j'ai l'impression d'être lesbienne. Et je sais que je ne deviendrai jamais lesbienne parce que je sais au fond de moi-même, profondément, que je ne le suis pas. Et donc malheureusement pour Mathieu, je ne suis pas lesbienne. La partie qui est dure pour moi, c'est quand Julie, elle me dit j'ai envie d'un garçon, quoi. Pour moi, je me suis marié à un garçon, pas à une fille. Et je sais pas, je vois pas ma vie avec une fille. Et pour moi, c'est horrible parce que d'un côté, je me vois pas finir ma vie en garçon. Je peux pas, c'est pas possible. Et je lui fais comprendre que j'aurais pu plonger dans une dépression grave, comme plein d'autres que j'ai vus sur le net qui transitionnent beaucoup plus tard. Mais j'ai choisi d'être proactive pour ne pas en arriver là, et en même temps de me dire je vais faire du mal. Parce que oui, je fais du mal, mais est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que j'accepte la transition de mon mari ? D'une, j'ai pas le choix. Parce qu'on a 3 petits-enfants de moins de 4 ans et que j'aime toujours mon mari. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quoi, c'est pas on a construit une histoire, je vais pas jeter la personne à la poubelle du jour au lendemain comme ça. Ça me paraît impossible pour moi. Et partir, ça me paraît divorcer. Enfin, ça me paraît vraiment l'extrême. Et non, je vois pas ça, quoi. Mais c'est sûr que dans les engueulades, je lui dis mais moi je vais divorcer, c'est pas possible. Enfin, je suis dans le déni et dans l'acceptation. Je sais pas où je suis, mais je suis entre les deux. Voilà, c'est pas facile d'être avec une femme, mais bon, c'est toujours Mathieu, ça sera toujours Mathieu. Ça, je peux pas effacer le passé, quoi. C'était un garçon avant et ça sera toujours. Dans notre histoire, il y aura toujours Mathieu et Laura. Un jour, je suis chez la psy. J'avais déjà commencé les hormones. Et puis, elle me dit, mais s'il y avait quelque chose que Laura avait à dire à Mathieu et Mathieu à Laura, qu'est-ce qu'il se dirait ? J'y réfléchis un peu et je me dis, mais une des grandes peurs de Mathieu, c'est que Laura casse tout. Parce que Mathieu, il a travaillé dur. Et presque ce qu'il lui dirait, c'est « Don't fuck this up ». Et Laura, elle lui répond « I'm not gonna fuck it up ». Ouais, je gère.
Aujourd'hui, ça va mieux. Je me prends à sourire. Quand je fais des photos, je souris avec les enfants, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et on me l'a souvent fait remarquer. On m'a souvent dit, tu souris pas. Mais ouais, je souriais pas. Et je me rends compte aussi que j'ai plus envie de me frapper quand je me vois dans un miroir, alors qu'avant, c'était le cas. Ma tête me dégoûtait, j'ai pas envie de me regarder. Et là, maintenant, je me regarde et je me dis, elle est jolie. Je vis ma vie sans avoir mon cerveau qui tourne à fond en me disant, il y a quelque chose qui cloche. Je vis. Cet épisode était signé Julia Vergely, réalisé par Alexandre Moniol, mis en musique par Pauline Thompson et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous vous intéressez à ce sujet de la transition et du couple, je vous conseille le très beau film de Xavier Dolan, Laurence Anyways. Et n'oubliez pas de venir noter nos épisodes sur iTunes, on voudrait plein de 5 étoiles. Toujours plus de commentaires gentils. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.